Je suis fasciné par le comportement de déni. Je crois que très très tôt dans l'enfance, on a appris la force du non, N-O-N. J'ai pas envie, je veux pas. Aussi bien, d'ailleurs les parents eux-mêmes l'utilisent, et tout le monde l'utilise, il suffit de dire non pour que les choses ne se fassent pas, ne s'acceptent pas, ne se produisent pas. Alors, donc la construction de la phrase négative, je ne veux pas, qui dire en français est relativement plus compliqué que dans d'autres langues. En allemand, on dit ich spreche nicht, I don't want. Mais en français, il faut faire le ne, puis après le pas, etc. C'est un peu compliqué. Mais enfin, peu importe. Au contraire, justement, la forme négative en français est lourde, est très lourde, elle est très forte. Précisément parce qu'elle est complexe et elle est réitérée. Je ne veux pas. Ne veux pas. Le pas fait partie de la négation, bien que le mot pas en lui-même ne soit pas négatif, mais c'est le ne pas ou ne jamais ou ne personne qui fait que un mot positif, personne, pas, jamais, même rien, devient négatif dès lors qu'il est précédé d'une négation. Euh, alors, l'autre jour, c'était dans un colloque que j'organisais au mois de décembre. Tout d'un coup, je dis une chose, et puis quelqu'un dit c'est faux. Ça me frappe quand quelqu'un dit c'est faux. C'est d'une extrême violence l'expression faux. Parce que, d'abord, premièrement, tout dépend de quoi on parle. Avant d'abord de savoir si ce que quelqu'un dit est faux, on faut être certain qu'on a compris ce qu'il disait. Deuxièmement, qu'on est certain qu'on connaît la vérité, qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Mais quand quelqu'un se contente de dire à son propre sujet, par exemple si je dis quelque chose à une femme, en disant les femmes font ceci plutôt que cela, c'est faux. Ah bon, c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que moi je suis pas comme ça, ou parce que je connais des gens qui sont pas comme ça, ou qui correspondent pas, donc c'est faux. Votre loi est fausse dès lors que il y a des éléments qui vont à son encontre. Alors, que ce langage fasse sens chez des professionnels, des historiens, des scientifiques, qui ont tous les éléments d'appréciation pour dire que telle position, telle analyse n'est pas recevable, c'est une chose. Que des gens du commun ou sur des sujets qu'ils ne connaissent pas se permettent de dire que le propos d'un interlocuteur est faux, c'en est une autre. Alors vous me direz, mais alors les femmes, quand on parle devant une femme des femmes, est-ce qu'elle a le droit de dire que c'est faux, ou vrai d'ailleurs? Parce qu'en plus, quand c'est vrai, elle ne va pas le remettre en question, même si ce n'est pas son cas. Mais quand c'est faux, même si surtout si c'est son cas, même si c'est vrai pour les autres, elle le remet en question. Donc, moi, je suis extrêmement, extrêmement sceptique sur la capacité d'un groupe à percevoir ce qui le caractérise globalement. Et je crois que dans bien des cas, quand on est membre complètement d'un groupe, on se perd dans les détails, on se perd dans des nuances, on se perd dans des différences. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, face aux généralités, voire aux caricatures d'un regard extérieur en particulier, eh bien, on va avoir beau jeu de penser à toutes sortes de différences. Or, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait qu'il y ait des lois générales et qu'au sein de ces lois générales, non pas qu'il y ait des exceptions, mais qu'il y ait des nuances, des différences, des individualisations de toutes sortes. Pourquoi? Parce que
il y a des interférences, parce qu'il y a des conditionnements, parce qu'il y a des mimétismes. Et par conséquent, tout cela, ça va créer une très grande variété de manifestations. Mais cette variété se situe en quelque sorte en surface. Elle est contingente, elle est conjoncturelle, et elle ne saurait en aucune façon remettre en question la validité d'un regard qui entend appréhender un ensemble global. Donc, je trouve ça infantile et puéril d'employer le mot c'est faux. Ça correspond à un âge mental très 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 jeune et c'est tout à fait discourtois. On peut apporter des nuances, on peut dire que sur tel et tel point on n'est pas d'accord, ou qu'on se pose des questions, on peut argumenter, mais l'expression est fâcheuse. Faux est une expression fâcheuse. Et donc pour revenir à cette problématique ou cette psychanalyse du déni, déni se joue sur deux stades, à deux plans, à deux niveaux. D'une part, il y a, parce qu'il y a le déni de l'autre aussi, le déni de l'autre. Je nie que je fais ceci ou cela, et l'autre me nie que je l'ai fait ou que je suis capable de le faire. Donc effectivement, le déni déclenche du déni, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le déni déclenche du déni parce que alors là, le mot faux a plusieurs significations. Faux, c'est ce qui est pas vrai, mais faux, c'est ce qui n'est pas authentique, c'est-à-dire qui est une mascarade, qui est un simulacre. Et je préfère l'expression faux dans ce sens-là, comme on dit de la fausse monnaie, des faux billets. Les faux billets, ils n'ont pas tort. Ils ne sont pas dans le faux, au sens de... Ils sont pas, c'est autre chose. Il y a aussi le mot falsification, qui n'a pas le même sens que celui d'erreur. C'est une erreur tout à fait délibérée, la falsification. Alors que l'erreur peut être tout à fait inconsciente et même tout à fait, malheureusement, tout à fait involontaire. Mais elle n'en est pas moins vraie, elle n'en est pas moins là, présente. Donc, le déni, c'est aussi, tout simplement, je prétends être ceci ou cela. À partir du moment où je prétends être ceci ou cela, je suis dans le déni de ce que l'on dit de moi normalement et généralement. Donc je ne suis pas en train de nier, mais ma prétention à faire ceci ou cela est une forme de déni. Et c'est la fameuse formule de Pierre Dac, je peux le faire. Je peux le faire, mais est-ce que je suis capable de le faire, c'est une autre chose. Donc le déni est dans le vouloir. Je veux ceci et je dis que je peux ceci. Je dis que je peux. C'est pas la même chose que je dire. Bon. Et donc le déni, c'est aussi des affirmations, paradoxalement. J'affirme, donc je suis dans le déni. J'affirme que je suis ceci ou cela. J'affirme que je peux et je dis que je veux et je dis que je vais le faire. Et ça, c'est du déni. Et puis alors, il y a l'autre déni, qui justement, d'ailleurs, peut être premier ou deuxième, peu importe, second. Le déni que je viens d'aborder tout à l'heure, c'est-à-dire, il est faux de dire ceci à mon sujet. Je ne me sens pas solidaire du groupe auquel vous me faites appartenir. Ça c'est aussi notre position. Dire, oui, ce que vous dites est vrai pour le groupe en question, mais moi, je ne fais pas partie de ce groupe. Ou moi, je ne suis pas typique ou caractéristique de ce groupe. C'est aussi une forme de déni, parce qu'à ce moment-là, la personne veut brouiller les cartes. Elle dit, oui, c'est vrai, j'appartiens de facto, objectivement, à ce groupe. Par exemple, je suis une femme, je suis un homme, c'est un fait incontestable. Je suis juif, c'est un fait incontestable du point de vue de mon nom, de mes origines, etc. Mais, en fin de compte, je me désolidarise, c'est-à-dire je ne suis pas d'un seul tenant, solidarise, avec le groupe en question. Je n'en fais pas partie intégrante,
En tout cas, ce groupe ne fonctionne pas comme un élément, comme un seul homme en quelque sorte. Il a ses diversités. Vous me laisserez assez sceptique sur cette argumentation, qui est parfois de mauvaise foi. Bon, c'est vrai qu'en effet, on peut ne pas être typique du groupe en question. En tout cas, on peut ne pas avoir une conscience de l'être, ce qui est aussi notre affaire. Parce que dire que je ne fais pas partie d'un groupe, ça veut dire aussi que je reconnais que ce groupe a globalement une certaine identité. Mais dire qu'on fait partie d'un groupe dont on ne sait pas définir ses caractéristiques, c'est quand même un peu paradoxal. Je fais partie de ce groupe, pourquoi? Ah, pourquoi? Au nom de quoi vous dites que vous ne faites pas partie de ce groupe? Parce qu'un certain nombre de généralités sur ce groupe dont vous avez entendu parler ne vous conviennent pas, ne vous correspondent pas. Mais ces peut-être généralités ne sont peut-être pas appropriées, mais est-ce que ça veut dire que pour autant que vous ne faites pas partie de ce groupe selon d'autres critères, selon d'autres descriptions? Donc là aussi, c'est aller vite en besogne de dire qu'on ne fait pas partie d'un groupe si on n'a pas pris la peine de définir en quoi ce groupe consistait. Ça veut dire en fait, moi, je ne fais pas partie d'un groupe par rapport à une certaine image que l'on me renvoie de ce groupe ou que je me fais de ce groupe. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas partie. Donc on est là dans tout un processus de déni qui est tout assez un peu tordu, qui est une forme de technique d'un peu de gribouille, d'embrouille. Hein, on brouille les pistes et ça correspond à un certain malaise identitaire de toute façon. Malaise identitaire qui, comme je viens de le dire, est fondé sur des présomptions, des représentations qu'on a soi-même du groupe en question. Et je crois que, et je terminerai sur cette donnée, je crois qu'il faut accepter le regard de l'autre. Par exemple, moi, je me considère extrêmement différent de beaucoup d'astrologues, par exemple. Je n'ai pas du tout les mêmes positions. Donc, j'apprécie pas trop quand on dit les astrologues ou l'astrologie. Mais en même temps, je me dis que, vu de loin, je fais quand même partie de cet ensemble, que historiquement, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, j'en fais partie. Donc, voyez-vous, il faut aussi relativiser ce sentiment de différence qui, au fond, brouille les cartes. On peut aussi dire, par exemple, je ne suis pas physicien parce que je n'approuve pas la physique ancienne, hein, comme aurait pu dire, par exemple, Newton ou Galilée. Ben oui, mais malgré tout, ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire de la physique ou à l'histoire de la médecine, etc. Ce domaine, ce groupe, il peut évoluer, il peut avancer, il peut prendre des expressions que l'on n'avait pas envisagées, que l'on n'avait pas soupçonnées, mais qui sont quand même là. De même que le fait, par exemple, d'être assimilé par le regard extérieur à un certain amour d'Israël, on peut bien entendu nuancer énormément ce rapport à Israël, mais même dans mon cas où je ne suis pas spécialement fasciné par le processus israélien, ce processus m'a quand même marqué profondément. Je parle hébreu couramment, je connais très bien Israël, j'ai épousé une israélienne émigrée d'Ukraine, mais néanmoins israélienne. Donc je ne peux pas me dissocier totalement de ce phénomène israélien en tant que juif. J'ai émigré en quelque sorte en 68 en Israël, bon, je suis resté 2 ans, mais enfin tout ça, ça m'aura marqué. Donc on appartient à une certaine famille. Et justement, ça me permet de basculer vers un autre sujet que je voulais aborder séparément, mais à mon avis, on peut l'aborder maintenant. Ça concerne d'ailleurs le problème de François Mitterrand, dont on a parlé ce matin à l'émission Réplique de Alain Finkielkraut sur France Culture. Le fait qu'on appartienne à un groupe peut être lié soit à une adhésion aux valeurs de ce groupe, aux valeurs mises en avant par ce groupe, aux valeurs qui sont l'image du groupe en question, mais ça peut être aussi une adhésion à des personnes, une sensibilité aux gens qui constituent ce groupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, j'ai toujours dit, il y a le groupe,
Et puis, il y a ceux qui constituent le groupe. Et à mon avis, ceux qui constituent le groupe, c'est quelque chose de totalement différent de ce qui est l'objet du groupe. Ça peut être tout à fait paradoxal. Je prends par exemple deux populations de cinémathèques. La cinémathèque Bercy et le Forum des images, qui sont à quelques stations de métro l'un de l'autre. Actuellement, je compare les deux faunes, les deux atmosphères de ces deux groupes qui poursuivent fondamentalement les mêmes objectifs, à savoir de voir des films, souvent des films anciens, parfois des films d'actualité, enfin peu importe. En tout cas, un certain culte de la cinéphilie, eh bien ce ne sont pas du tout les mêmes populations. Et moi-même, je peux très bien préférer aller à Bercy, non pas parce que les films sont différents, mais parce que je préfère la population qui s'y trouve, ou même le cadre géographique, encore que le Forum des images est un cadre extrêmement agréable, plus agréable au niveau de son accueil que le cadre de la Cinémathèque Bercy, il faut reconnaître. Mais véritablement, il n'y a pas du tout la même ambiance, il n'y a pas du tout les mêmes personnes. Et je ne crois pas que cela soit lié à la programmation. Je ne crois pas que ce soit lié aux objectifs. Ils ont mis en place, par exemple, ce cycle du manger. Hier soir, vendredi soir, le film de Scorsese, Les Affranchis, Goodfellows, il y avait 40 personnes dans une salle qui s'appelle elle-même la salle 300. Bon, donc, alors que si ce film avait été projeté à Bercy, la salle aurait été archi pleine. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est très complexe l'appartenance. On peut appartenir pour toutes sortes de raisons à un groupe. Mitterrand, par exemple, pourquoi est-il passé à gauche à un moment donné je ne sais pas, ça peut être à cause d'une femme, ça peut être... il peut y avoir des raisons extrêmement contingentes qui fait qu'une personne décide de s'investir dans un groupe parce qu'il y a des gens qu'on aime bien, il y a des situations qui nous conviennent, et le choix idéologique, il n'est pas initial, il est dans la conséquence de cette fréquentation.